Bienvenue dans ce nouveau webcast. L'industrie du textile et de la mode est aujourd'hui confrontée à des défis de taille, entre surproduction, gaspillage et croissance effrénée. Pour autant, face à l'urgence environnementale et aux attentes de consommateurs plus exigeants, ralentir le rythme de la mode devient un impératif stratégique. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas innover, bien au contraire. Qu'il s'agisse de circularité, d'intelligence artificielle ou de maîtrise des données, de nouveaux modèles de croissance sont possibles, qui sont plus vertueux et plus pérennes. Mais comment intégrer la circularité au cœur du business? Et de quelle façon la gestion de l'information produit, la technologie et une collaboration élargie entre les acteurs peuvent-elles accélérer la transformation du secteur? Pour évoquer ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Blot. Bonjour Virginie. Bonjour, Driss. Vous êtes Product Manager chez Akineo, le leader mondial de la gestion de l'information produit, PIM. C'est ça. À côté de moi, Daniela Hoth, experte en Profitable Resell chez Agap Strategy Consulting. Bonjour Daniela, Bonjour, Driss. bienvenue. Et enfin, Émeric Deschamps, vous êtes CEO de Foam, spécialiste du resell et de la circularité pour les marques. Bonjour Émeric. Bonjour Driss. Alors, première question pour vous, Daniela. Pourquoi est-ce que le ralentissement du rythme de la mode revêt une urgence stratégique pour l'industrie? Très bonne question. Nous sommes vraiment dans une perfect storm, la tempête parfaite, on peut dire. Il y a trop d'offres à cause de mauvais outils de prévision qui créent vraiment trop de stock. Il y a une demande plus exigeante à cause de le fast fashion qui change vraiment les attentes du consommateur. Et troisième chose, pas négligeable, la deuxième main prend vraiment le hauteur. Par exemple, aujourd'hui, le plus grand distributeur du monde en France, c'est Vinted, une plateforme de seconde main. Virginie, selon une étude PwC, 70% des millennials et de la Gen Z achètent des produits de seconde main. En quoi ce changement durable de comportement va obliger les marques à transformer leurs pratiques? Oui, en effet, Daniela l'a très bien dit, c'est vraiment devenu quelque chose de très naturel. C'est dans cette génération, pour cette génération, et ça implique pour les marques de se réapproprier justement leur seconde main. Vinted, tu le mentionnais, était devenu leur principal concurrent. Pour des marques un peu plus luxe, on peut penser à Vestiaire Collective, et c'est pareil dans les autres pays, hein, aux États-Unis, où on travaille aussi beaucoup. C'est vraiment devenu les principaux concurrents des marques. Donc elles ont un vrai challenge, elles ont déjà commencé, Émeric pourra en parler, elles ont déjà commencé à se réapproprier cette seconde main, et le vrai enjeu pour elles, c'est d'offrir une même expérience qu'on vende un produit neuf, de première main, ou un produit de seconde main. Et donc ça commence même par la manière dont on va les revendre, c'est-à-dire comment on les appelle, ces produits. On dédie un site web, très bien, on le mentionne sur notre site principal. Est-ce qu'on va l'appeler archive, preloved, second souffle? Enfin, on insuffle quelque chose, on essaie de garder la même image de marque dans notre seconde main comme dans notre première main. Donc ça, c'est très intéressant pour eux. Et le deuxième vrai challenge pour eux, ça va être de gérer toute la donnée produit qu'il faut préparer, techniquement parlant, être prêt à vendre de la seconde main aussi bien que de la première main. Alors Émeric, au-delà d'une simple tendance, comment est-ce que vous accompagnez cette transition du marché vers une mode plus circulaire avec Foam? Bah, écoutez, je crois que ça a été, bien résumé, juste avant. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, il y a de très nombreuses grandes plateformes comme Vinted, Vestiaire Collective ou Le Bon Coin qui ont vraiment réussi, à démocratiser l'usage de la seconde main et nous, on est vraiment évidemment très heureux de ce phénomène. Pour autant, jusqu'à présent, les marques ne profitaient pas réellement de ce marché. Elles en tiraient aucun revenu et donc nous, en partant de ce constat, on s'est dit: «Bon, bah, comment est-ce qu'on peut proposer une solution robuste et simple à mettre en place pour les marques, pour leur permettre d'opérer ce modèle à grande échelle?» Et donc c'est ce qu'on a décidé de créer avec Foam, une solution en marque blanche. Donc la marque Foam n'est pas visible, on fournit aux marques les logiciels dont elles ont besoin pour internaliser la distribution de ce modèle de seconde main et pour finalement aider tous les gens qui ne passaient pas le cap de la seconde main aujourd'hui à acheter de la seconde main, parce qu'on va créer une expérience client qui est exceptionnelle en retirant un certain nombre de points de friction qui existent encore aujourd'hui. Donc très concrètement, aujourd'hui, nous on travaille avec des marques comme Ami, Lacoste, Isabelle Marant, Sandro. Vous allez sur le site de ces marques, vous avez un onglet qui s'appelle Seconde main, vous cliquez dessus et ensuite vous arrivez dans la technologie Foam, mais aux couleurs de la marque. Et c'est là que vous allez pouvoir découvrir la seconde main de la marque, mais avec une expérience client qui est très proche de celle du neuf. Alors, on comprend l'importance du changement de modèle en développant ce marché de la seconde main. Et justement, dans ce contexte, quels sont les modèles concrets qui vont permettre de prolonger la vie des produits, Daniela? Oui, il y a vraiment trois axes que je peux donner comme conseil. Premièrement, mieux prévoir et après mieux produire. Et ça, c'est vraiment grâce à l'IA de produire seulement c'est ce qui vend vraiment.
Et là, par exemple, il y a les solutions comme Zero Nine Solutions. Après, réparation et service après-vente, c'est vraiment pour prolonger la vie du produit. Et avec ça, on peut vraiment fidéliser la cliente. Et troisième chose, et ça rapproche de ce que Foam et Emric fait avec Foam, c'est vraiment les marques, il faut aujourd'hui posséder votre propre seconde main. Parce que ça existe, on vient de dire, la seconde main a pris vraiment la force. Alors pourquoi pas internaliser ça comme une nouvelle canal de distribution pour attirer des clientes plus jeunes. Et j'invite tous les spectateurs de vraiment y aller sur le site, comme Emric, tu as dit, Sandro, Mage, Lacoste, Isabelle Marant, Ami Paris, Victoria Beckham. Il y a vraiment, vous avez plus de 45 marques maintenant qui font la deuxième main eux-mêmes, avec le soutien par exemple de Foam. C'est-à-dire, je peux aller sur cette ligue-là, je peux aller sur l'onglet seconde main et acheter la deuxième main, quelque chose de la marque, mais moins cher. Émeric, donc on constate que les services de revente et de réparation se développent de plus en plus. Quels sont les bénéfices concrets pour les marques qui intègrent ce type de service? Les bénéfices, ils sont assez nombreux. Je pense que tout le point justement, c'est qu'on ne soit pas, simplement une solution nice to have, mais qu'on devienne un must have pour les marques. Et dans le contexte actuel économique qui est difficile pour les marques, puisque les coûts d'acquisition coûtent de plus en plus cher, le pouvoir d'achat des gens, s'érode régulièrement. On peut encore parler de la crise des droits de douane, plus récemment. Et donc ce qu'on voit avec la seconde main, c'est qu'il y a plein de bénéfices à explorer ce modèle. Un nouveau revenu. Aujourd'hui, ce sont des millions d'euros, qui vivent, sans le contrôle des marques. Donc comment est-ce qu'on rapatrie finalement ce modèle? 2, l'acquisition client. En moyenne, chez nos clients, ce qu'on voit, c'est que 70 des acheteurs de seconde main, sont des nouveaux clients de la marque. Et quand on regarde même plus en détail chez certaines de nos marques, on voit également que l'âge des clientes rajeunit. En moyenne, c'est, une cliente, où la moyenne d'âge va être 50 ans sur le neuf, va passer de 30 ans sur la seconde main. Donc du point de vue de la marque, c'est très intéressant de pouvoir renouveler sa clientèle. Et puis il y a également la fidélisation client, puisque nous, chez Foam, le service qu'on propose, c'est permettre au client de retourner son produit en échange d'une carte cadeau, utilisable sur le neuf ou sur la seconde main également. Et à partir du moment où vous donnez une carte cadeau au client, elle va rester dans l'univers de la marque, avec une utilisation de la carte cadeau qui va être plus importante que le montant réel de la carte cadeau. Et donc c'est un moyen pour la marque de développer un chiffre d'affaires additionnel qui est, significatif. Est-ce que vous avez un exemple à nous partager? Ouais, bien sûr, c'est amusant. Hier, on organisait un événement, dans lequel, l'un de nos clients les plus importants, Bash, témoignait. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près, 50 des acheteurs de seconde main chez Bash qui sont des nouveaux clients. Et donc pour eux, c'est un vrai moyen, de conquérir cette clientèle plus jeune, au pouvoir d'achat peut-être moins important, qui va expérimenter la marque à travers la seconde main et qui demain aura peut-être envie de découvrir également les nouvelles collections. Alors, moins produire et favoriser la seconde main, c'est une tendance qu'on peut qualifier de générale, hein, qu'on retrouve dans d'autres industries, par exemple l'informatique, l'automobile. Ce sont des domaines qui utilisent les nouvelles technologies comme la data et l'IA. Et justement, Virginie, la maîtrise de la donnée semble être la clé pour activer ces nouveaux modèles. Oui, vous avez raison, Andrés. Et en prenant ces exemples, je pense aussi à des clients qui travaillent avec nous comme Back Market. C'est vrai qu'on a commencé avec eux sur la seconde main avant d'arriver à la mode. Et finalement, ce qui est clé, c'est justement la data, la donnée produit. Et on ne se rend pas bien compte, et je pense qu'Emeric l'a vu comme nous quand il a commencé avec Foam à mettre en place une telle plateforme. Si en amont, c'est le chaos, s'il n'y a pas une donnée centralisée de l'information produit, les gens ne savent pas par où commencer, vous multipliez ça par le nombre de marchés, c'est vraiment le chaos. Et il faut penser aussi à ces marques qui, il y a 15 ans, sont mises en place pour le e-commerce. Il y a 5-6 ans, c'était les nouvelles marketplaces, il fallait être partout, mais quand même cohérent avec notre image de marque. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux, vendre sur Instagram et pourquoi pas sur TikTok. Maintenant, il y a la seconde main, il y a l'IA demain, vendre via ChatGPT. Donc, c'est pour ça qu'un outil comme Akeneo, le PIM, pour gérer l'information produit, vous centralisez tout, vous enrichissez, vous mettez la data prête pour n'importe quel marché. Je considère que vous avez toujours 80% comme ça de votre donnée produit qui est prête pour adresser n'importe quel nouveau canal, n'importe quel nouveau challenge, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, et n'importe quel nouveau standard que nous imposerait un marché. Daniela, je pense, pourra en parler, mais c'est vraiment ça l'idée, centraliser. Alors, justement, à propos de nouveaux standards, Daniela, il y en a beaucoup qui sont en cours d'élaboration. En quoi, par exemple, le passeport digital du produit, le DPP, ouvre-t-il de nouvelles perspectives?
En effet, le Digital Product Passport, le passeport digital, le DPP, ça arrive pour tous les produits textiles en 2028 et c'est une obligation. Mais là, le conseil de tirer de cette obligation, vraiment, use this label, tu vas avoir un nouvel business driver, un nouvel canal de communication avec le client. On a fait de recherches avec le consommateur, 350, qui ont bien expliqué le valeur ajoutée pour eux, c'est vraiment la revente et le repère. Et vraiment de prendre cet outil-là, aujourd'hui, on fait ça déjà chez Foam et Temara, ils font ça déjà. On peut prendre le téléphone, on peut le mettre sur le QR code dans le label d'un veste et on peut aller directement de fiche produit, qui on espère est correcte grâce à Akeno, directement sur la site web de deuxième main de la marque propre. Et c'est une autofill de la serial number, de la taille, la couleur et tout ça. Et on peut voir déjà combien je peux vendre cette veste, par exemple. C'est vraiment une valeur ajoutée pour le consommateur. Virginie, est-ce qu'on peut imaginer que des fiches produits enrichies et l'intelligence artificielle deviennent un nouveau standard? Oui, tout à fait, Driss, et c'est déjà le cas en fait. Là, on parle beaucoup de la seconde main. C'est vraiment quelque chose de super, comme on a dit, pour le consommateur, évidemment pour la planète. L'autre enjeu, c'est aussi les retours produits. Dans la mode, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de retours. On sait que c'est un des marchés les plus polluants. Et on sait que 70 à 80% de ces retours sont liés à une chose, c'est la taille, la mauvaise taille. Donc, si on veut aussi arrêter un peu ce comportement qui est de dire, ah, comme j'hésite un peu, j'ai pas trop confiance dans les informations produits de la marque, alors je vais en commander peut-être 2, 3 et être sûr. De toute façon, les retours sont gratuits. Je vais retourner les autres. Ça, c'est plutôt une catastrophe. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'IA mélangée à l'information produit, on est capable d'automatiser et de se dire, bon, la plupart de mes clients qui ont acheté ce produit mesurent tant, ont telle mensuration, leur pied fait tant. Je suis capable de vous proposer à coup sûr, sur 90% des retours, la bonne taille pour éviter les retours. Là, c'est un vrai gain. Donc oui, l'IA générative, c'était déjà un premier pas que nos clients ont très vite pris, depuis 2 ans. Là, maintenant, le 2e, gros challenge avec l'IA, c'est de pouvoir être prêt pour savoir comment les clients nous recherchent via des plateformes comme ChatGPT. On parlait des millennials et de la Gen Z tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 56% commencent leur recherche via des outils d'IA et non plus par Google. Et sauf qu'on sait que quand on fait une recherche par IA, on fait avec une intention. J'ai besoin d'offrir un cadeau de naissance pour une personne à qui je tiens énormément, je veux mettre tel budget, etc. C'est beaucoup plus précis que des mots-clés. Donc c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir sa data toujours prête et l'IA aidant à accélérer ça. Aymeric, je reviens à vous. Chez Foam, selon vous, comment devrait évoluer le marché de la seconde main et comment faire en sorte que l'économie circulaire s'impose comme un levier de croissance aujourd'hui? Chez Foam, on est assez confiant sur le fait que le marché de la seconde main va évoluer de manière très positive ces prochaines années. Je pense qu'il y a un point important à prendre en compte, c'est l'évolution réglementaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations qui sont mises en place pour pousser les marques à décarboner. Et la seconde main est un vrai moyen pour les marques de décarboner leur business. Et aujourd'hui, en plus, le marché de la seconde main, c'est à peu près 15% de croissance par an, là où le marché du neuf croît en moyenne d'1 à 2% par an. Donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on permet aux marques de mode de disposer des bons outils pour internaliser cette distribution et la passer à l'échelle. Et quand on combine ça en fait à l'évolution technologique et au progrès technologique dont on est en train de parler à travers le Digital Product Passport, le conversational shopping, la manière avec laquelle on va pouvoir gérer les prix de manière plus intelligente, on peut vraiment être confiant sur le fait que la seconde main ne va pas simplement être une case à cocher d'un point de vue durabilité, mais un vrai business rentable pour les marques. Et surtout, comment est-ce qu'on va passer d'un concept de lifetime value sur le client, donc de regarder uniquement le client et le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir réaliser sur ce client, à un concept de lifetime value sur le produit. Combien de fois, en tant que marque, je vais pouvoir vendre le même produit et réaliser une marge sur le même produit? Et les marques qui saisiront cette opportunité le plus tôt, auront un vrai avantage compétitif, sur le marché. Et ensuite, on peut espérer que, quand on regarde le marché de la voiture, aujourd'hui 75 des voitures vendues dans le monde chaque année sont des voitures de seconde main. Et donc nous, on est convaincus que d'une certaine manière, la mode est en train de prendre la même direction. Alors, un avantage compétitif, Daniela, on disait tout à l'heure que l'industrie est en train de souffrir. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à une entreprise qui voudrait se lancer dans la seconde main? Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas un peu trop tard? Alors, c'est jamais trop tard et j'ai 5 conseils, pour vraiment pour y aller. Première,
s'unir, rejoindre par exemple un organisme comme la Fédération de la mort séculaire, le FMC, maîtriser vos données et ça c'est vraiment intégral, avoir une coherent data structure et ça par exemple vous faites chez Akeno. Mieux prévoir et ça c'est vraiment utiliser IA pour faire la prévision mieux et produire ce que seulement ça va se produire. Et ça par exemple, il y a des solutions comme Zero9 Solutions. Fidéliser le client avec le aftercare, par exemple prolongue, ou last but not least, vraiment maîtriser votre second hand avec un acteur, un white label resale provider comme par exemple Foam, pour vraiment attirer et garder cette cliente plus jeune dans votre écosystème. Virginie, comment faire de la donnée un levier pour une mode qui soit à la fois durable et désirable? Bah, je pense que j'ai beaucoup insisté dessus, mais pour moi, la data, c'est vraiment le socle commun, le langage commun d'une mode circulaire. C'est vraiment ce qui va vous aider à faire qu'un sac, une sneakers, une veste puisse avoir plusieurs vies. C'est ce qui va vous aider à générer de nouveaux clients, c'est ce que disait Émeric. Et puis, c'est ce qui va vous aider à vous conformer à n'importe quel nouveau standard qui arrivera pour l'industrie. Donc, je pense que la data, c'est quand même le socle de toute industrie circulaire. Émeric, on va finir avec vous. Quelles sont les actions concrètes pour toute marque qui désire se lancer? Bah, je pense que ce qui est important, c'est de, pas trop réfléchir sur la décision. À un moment, il faut y aller, il faut passer le cap et ensuite, nous, chez Foam, on est capable de vous accompagner, pour déployer ce type de projet de manière, consciencieuse, et raisonnable en fonction des ressources dont vous avez à disposition. Donc l'important, c'est d'y aller, de tester, de retirer un maximum d'apprentissage le plus vite possible parce que plus tôt vous irez, plus tôt vous apprendrez, plus tôt vous performerez et vous en retirerez un certain nombre de bénéfices. Et ce dont je suis convaincu par contre, c'est que des acteurs comme Akeneo et Foam sont très complémentaires pour, retirer la quintessence de la valeur de la seconde main, et donc l'important c'est, de passer à l'action. Produire moins, enrichir la donnée et travailler ensemble. Si je comprends bien, ce sont les 3 conseils que vous, donnez aux entreprises qui souhaitent se lancer dans l'économie circulaire, qui représente aujourd'hui un véritable relais de croissance. En tout cas, merci à vous 3 d'avoir participé à ce webcast. Merci Virginie, Merci. merci Daniela Merci beaucoup, Driss. et merci Émeric Merci Driss. et je vous dis à très bientôt pour un prochain webcast.